L'écrin politique vous reçoit en Guadeloupe et nous allons recevoir Georges Brédan. Georges Brédan, de profession avocat, mais pas que. C'est un homme politique élu depuis 1995. C'est aussi un homme de culture, puisqu'il a publié plusieurs ouvrages que nous allons vous faire découvrir. Merci Georges Brédan d'avoir accepté l'invitation dans l'écrin politique. Bonjour, c'est moi qui vous remercie donc de m'avoir invité. Monsieur Brédan, vous êtes un homme politique, élu depuis 1995, à l'époque où monsieur Henri Bangou était maire de Pointe-à-Pitre, puisqu'il a été maire de Pointe-à-Pitre de 1965 à 2008. Et ensuite, vous continuez à œuvrer en politique auprès de son fils, Jacques Bangou, qui a été maire de Pointe-à-Pitre de 2008 à 2019. Et vous êtes encore avec la ville de Pointe-à-Pitre, avec le nouveau maire d'aujourd'hui, qui est monsieur Durimel. Donc, nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, vous occupez le poste de délégué à la culture et au patrimoine de Pointe-à-Pitre. Vous êtes vice-président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, avec monsieur Hérault, qui est lui le président. Vous êtes vice-président de Cap Excellence et vous avez publié plusieurs ouvrages. Le premier qui s'appelle La rue des champions aux éditions Jazor. Ensuite, La ville carnaval, toujours aux éditions Jazor. Et dernièrement, Le miracle du bas de la source, toujours aux éditions Jazor. Dans un premier temps, j'aurais aimé découvrir et discuter avec vous de votre parcours politique. Vous êtes avocat, mais très rapidement, dès 1995, vous rentrez en politique. Pourquoi décidez-vous de rentrer en politique? Alors, donc merci encore de me recevoir. Je suis élu à Pointe-à-Pitre depuis 1995. Je rentre en politique même avant, puisque François Mitterrand ayant fait voter les lois de décentralisation après son élection de 81, arrive donc le conseil régional comme collectivité territoriale, avant c'était un établissement public, et le parti politique auquel j'appartenais, jadis, c'était le Parti communiste, voulait renouveler ses cadres. Et donc l'élection au suffrage universel, à la proportionnelle, a eu lieu donc, dès 1986, et finalement, à ce moment-là, le parti auquel j'appartenais a voulu rajeunir donc ses cadres et m'a proposé pour figurer parmi les 10 premiers de la liste. C'est comme ça que je suis arrivé en politique finalement très vite, alors que je m'étais engagé sur la base des idées bien sûr, mais très vite j'ai dû servir et donc j'ai un long bail avec le conseil régional depuis là, depuis cette époque-là, où j'ai eu notamment à m'engager sur la question de l'octroi de mer, à travailler sur la question également de l'acte unique européen, puisque la Guadeloupe et d'autres régions ultra-périphériques ont été intégrées, bien sûr, dans l'Europe, et donc devait se voir appliquer l'acte unique européen. Et c'était une grande bataille qu'il fallait mener pour que notre adhésion se fasse dans les meilleures conditions possibles, enfin l'application de cette règle-là pour nous. Alors, soit, donc en 1995, effectivement, je deviens donc maire adjoint de Pointe-à-Pitre dans l'équipe d'Henri Bangou, occupant des fonctions à la fois au sport et à l'urbanisme, et ceci jusqu'à 2008. Alors, en 2008, je me présente moi-même aux élections. Je suis tête de liste pour être maire de Pointe-à-Pitre, dans une liste concurrente de celle de Jacques Bangou. Et j'échoue de très peu à cette élection. Je suis donc, bien sûr, le challenger au deuxième tour, et on perd de très très peu. En 2014, finalement, je fais cause commune avec Jacques Bangou, mais ça ne dure pas très longtemps. Il y a des désaccords apparaissent, et finalement, en 2020, j'ai été d'abord avec Tania Galvani au premier tour, puis Harry Durimel aux élections municipales. Et donc, je figure dans cette équipe depuis 2020. Vous voyez, il y a une constance. Vous avez réussi à être élu avec monsieur Henri Bangou, qui reste au pouvoir pendant longtemps, quand même, de 65 à 2008. Et ensuite,
Vous restez encore à la mairie Oui, avec tout à son fait, fils, tout à Jacques fait. Bangou, On fait équipe en 2014, absolument. voilà. Nous faisons un bout de chemin. Et aujourd'hui Ensuite, avec Harry avec Harry Durimel. Durimel. Alors, la constante, finalement, c'est c'est l'amour de Pointe-à-Pitre, bien évidemment. Parce que ce qui m'importe fondamentalement, c'est de servir ma ville, c'est de pouvoir lui apporter donc, mes compétences, mon savoir-faire. À Pointe-à-Pitre, d'ailleurs, nous avons une culture politique un peu particulière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arc-boutés sur des questions de personnes à tout prix, et nous ne sommes pas dans, je dirais, sectaires. Autrement dit, il y a des passerelles parfois entre les équipes, et je suis une des plus éclatantes illustrations de cette théorie-là. Puisque, comme vous l'avez fait signaler, effectivement, j'ai été dans 3 équipes finalement différentes. Mais c'est effectivement l'amour de Pointe-à-Pitre qui m'anime fondamentalement. Alors, je l'ai servi, cette ville, j'y suis né, je continue à la servir, et je l'ai servi sur plusieurs fronts, hein. J'ai occupé des fonctions, comme j'ai dit, au sport, mais ensuite à l'urbanisme, de toute la dimension rénovation urbaine avec le meilleur renouvellement urbain, et puis à la culture, où j'exerce aujourd'hui à la À culture l'urbanisme patrimoine. pendant combien de temps? Pendant une mandature, pendant la mandature allant de 2001 à 2008, j'ai été effectivement élu à l'urbanisme de 2001 à 2008, le mandat ayant été exceptionnellement allongé d'une année. Donc j'ai réalisé 7 ans à l'urbanisme. Et donc c'était bien sûr au passage exaltant, ce qui m'a permis d'avoir une vision assez globale de l'aménagement de la ville, et aussi de me projeter finalement sur l'an 2000 et bien sûr l'an 2020 où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs. Mais aujourd'hui, êtes-vous content sur l'aménagement de la ville de Pointe-à-Pitre? Elle est très critiquée. Pointe-à-Pitre, enfin le centre de Pointe-à-Pitre a beaucoup de soucis, beaucoup de dents creuses, les trottoirs sont dans un état assez déplorable, les rues, c'est quand même assez compliqué. Pointe-à-Pitre souffre déjà de son exiguïté. C'est un très petit territoire, ce qui fait que quand la rénovation, la première, a commencé, que Henri Bangou justement a voulu assainir, apporter toute la salubrité qu'il fallait, notamment au niveau des faubourgs, hein, il y avait beaucoup d'insalubrité, et ça a entraîné des modifications au niveau de la structure urbaine, du niveau de la structure aussi des quartiers, et ceux qui habitaient là, notamment la vieille ville, et qui avaient donc du pouvoir d'achat, pour pouvoir contenir aussi toute la puissance économique de Pointe-à-Pitre, eh bien, beaucoup d'entre eux sont partis vivre à l'extérieur, parce que Pointe-à-Pitre n'avait pas d'arrière-pays, comme à Fort-de-France par exemple, pour accueillir dans des quartiers un peu plus résidentiels cette bourgeoisie pointoise, et qui est nécessaire à la ville. Donc elle est partie. Elle est partie sur le Gosier, sur Petit-Bourg, aller habiter Vernoux. Mais ce n'est pas la parfois dégradation de les Pointe-à-Pitre Abîmes. qui a fait qu'elle soit partie. Non, c'est d'abord le fait qu'il n'y a pas eu d'offre suffisante et pour qu'elle puisse y rester dans la ville, finalement. Et l'habitat collectif, bien sûr, s'est développé dans toute la nouvelle ville. Un très gros pourcentage de logements sociaux. Tout à fait. Une nouvelle ville qui a été constituée notamment par le comblement de marécages, par l'assainissement des faubourgs. Et, eh bien, bon, c'est vrai que Pointe-à-Pitre, naturellement, a besoin, comme dans toute ville, d'une mixité sociale. Mais cette mixité n'a pas pu se faire dans de bonnes conditions, du fait de l'exiguïté du territoire pointois. Vous ne pensez pas qu'il y a eu trop de logements sociaux? Il y a eu un écart beaucoup trop important entre les logements sociaux et les logements de cette bourgeoisie qui vivait à Pointe-à-Pitre, et donc elle a préféré partir parce que le cadre, l'environnement se dégradait? Non, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un nombre de logements sociaux très important. Vraisemblablement trop important en pourcentage par rapport à la moyenne qu'on observe habituellement. Pour l'agglomération, on remplit le quota de logements sociaux de toute l'agglomération. C'est uniquement à Pointe-à-Pitre. Mais s'il y a eu d'une telle construction de logements sociaux, c'est qu'il y avait les besoins de loger
une population, disons, socialement défavorisée et qu'il fallait loger quand même dans des conditions décentes. Donc, je ne peux pas me plaindre de ce que cette population ait reçu un logement décent. Ce que je déplore, bien évidemment, c'est que dans le même temps, nous n'ayons pas pu offrir à une population dont nous avions également besoin, c'est-à-dire les autres points 3 qui sont justement aussi constituent l'âme de Pointe-à-Pitre, tous ceux qui habitaient le vieille ville, qui ont investi, dont les familles ont construit des bâtiments, des immeubles. Que nous n'ayons pas pu les garder sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Alors, il y a eu une tentative avec la construction de la résidence Ladars, juste en face de la Darse, justement, qui était censée accueillir une partie de cette bourgeoisie, pour ceux qui voulaient vivre en appartement. Il y a eu également la construction de la Marina, un peu plus loin. Qu'entendez-vous par bourgeoisie? Ceux qui habitent au bourg, ou ceux qui sont devenus financièrement aisés et qui ont pu construire à Pointe-à-Pitre pour vivre en ville, alors, au pour centre? moi, la bourgeoisie, c'est pas un gros mot. Hein, oui, je sais. Non, parce qu'il y a le bourgeois, celui qui habite au bourg, et il y a le bourgeois qui, à la force du poignet, du travail, a pu avoir un bâtiment, un logement, et a construit, parce que cette bourgeoisie pointoise, antillaise, guadeloupéenne, elle a investi après de longues années de travail. Absolument. Et donc, c'est quand même assez déplorable qu'aujourd'hui elle soit partie, elle est désertée Pointe-à-Pitre, et que le quartier du centre de Pointe-à-Pitre se soit autant dégradé. C'est vrai, et ça impacte même sur le développement de Pointe-à-Pitre. Ça a eu un impact réel sur le développement de Pointe-à-Pitre, sur ses finances, sur son budget, sur son pouvoir économique. Et finalement, ça a fait fuir aussi un certain nombre d'entreprises. Il ne faut pas se raconter d'histoire, hein, forcément. Quand vous avez moins de chalands, bien vous, forcément, en tant qu'entreprise, vous allez voir ailleurs. Et ça s'est vu avec notamment le développement de la périphérie, et notamment avec Jarry, qui a accueilli notamment le port, bien sûr, économique, mais aussi un certain nombre de commerces qui existaient au niveau du port, de négociants, et aussi de commerces tout simplement qui sont allés bien dans la zone industrielle de Jarry. Maintenant, ils se sont également déployés du côté des Abîmes, dans les nouvelles zones économiques que les Abîmes connaissent aujourd'hui. Mais vous, en tant que Pointois, et en tant qu'élu de Pointe-à-Pitre depuis 1995, qui avait connu Henri Bangou, ensuite son fils Jacques Bangou, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi aujourd'hui c'est aussi, on va dire, désastreux, le centre-ville de Pointe-à-Pitre? Il y a deux phénomènes. Et il y a un phénomène objectif. C'est la question, effectivement, des limites de Pointe-à-Pitre. Hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque dès lors que vous n'avez pas du territoire à offrir à votre population un peu plus aisée pour qu'elle puisse soit construire des villas, comme ça s'est passé à Fort-de-France, hein, la zone de Redoute, de Didier notamment, ce sont des zones qui accueillent des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui ne sont plus dans le centre historique de Fort-de-France. Bon, donc, qui accusent les mêmes difficultés que le centre historique de Pointe-à-Pitre, mais qui sont allés un peu en marge de la ville pour bien être à l'aise, avoir les maisons individuelles, etc. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que c'est vrai que le centre historique s'est dégradé parce qu'il n'a peut-être pas reçu, je dirais, le traitement qui était nécessaire au moment où il le fallait. Parce que précisément, comme tous les fonds publics avaient été investis dans la rénovation de Pointe-à-Pitre, la première rénovation, la plus grande d'ailleurs de France, la plus importante, tout ceci avait été investi dans la première rénovation pour le logement social. C'est vrai que la dimension logement de personnes ayant pouvoir d'achat et des personnes un peu plus aisées n'a pas pu être traitée, comme aujourd'hui d'ailleurs, on tente de le faire depuis d'ailleurs quelques années, notamment avec les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des dispositifs tels que l'OPA, l'OPA-RU, qui sont soutenus notamment par l'ANA, c'est-à-dire l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, et qui reçoit d'ailleurs en complément des financements de la région, du département et de l'agglomération d'ailleurs, de Cap Excellence, et de la ville de Pointe-à-Pitre quand elle le peut. Bon, donc voilà. Monsieur Brédan, aujourd'hui, vous qui êtes un homme de culture, vous êtes un homme de culture. Oui. Vous avez écrit des ouvrages, vous avez œuvré dans le domaine de la culture à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, vous êtes à Cap Excellence, la région Guadeloupe, vous avez été
au MACT. Quand vous voyez un bâtiment comme la Renaissance, Ouais. dans une telle décrépitude, c'est un peu un désarroi, c'est quelque chose de terrible culturellement pour la Guadeloupe tout entière, pas seulement pour Pointe-à-Pitre. Ce bâtiment qui était déjà en mauvais état, qui ensuite a pris feu, et aujourd'hui, qu'est-ce que ce bâtiment va devenir? Voilà, c'est quoi le projet? Le projet, c'est que il est clair que la Renaissance fait partie du patrimoine, non seulement pointois, mais guadeloupéen. Nous sommes bien d'accord. La Renaissance parle à tous les Guadeloupéens, quelles que soient les générations d'ailleurs, même s'ils n'ont pas fréquenté le ciné-théâtre La Renaissance. Et à l'origine, à la base, c'était un théâtre. Et c'était un théâtre, absolument. Après un cinéma. Qui a été rénové à le moment de la cérémonie d'ailleurs du tricentenaire de rattachement de la Guadeloupe à la France, en 1935. La Guadeloupe rattachée à la France devenant colonie en 1635. En 1935, on rénove la Renaissance, il devient comme elle est, dans le format dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Et effectivement, ça parle à beaucoup, de par son architecture, sa façade notamment, et de par aussi, au fond, les histoires qui ont été vécues, les histoires familiales, les histoires individuelles, etc. Il est clair que ce bâtiment, d'ailleurs, qui est classé, c'est d'ailleurs bien heureusement, eh bien, la ville de Pointe-à-Pitre, dans un premier temps, a dû en faire l'acquisition, puisqu'il c'est un bien privé. Ensuite, elle l'a transféré à Cap Excellence. Donc aujourd'hui, ce bâtiment il relève de Cap Excellence, qui a vocation à le rénover. Donc, la façade menaçant de tomber, il y a eu un périmètre de sécurité, comme vous avez pu vous en rendre compte, qui a obligé d'ailleurs une déviation de la circulation des véhicules, entraînant du même coup d'ailleurs un étouffement encore plus important des commerces de cette zone-là. Donc, ce qui fait que ça a encore pénalisé la vieille ville. Aujourd'hui, deux solutions possibles. Il y a une solution qui relève du public. Il y avait un premier projet, Cap Excellence, avec une rénovation pour pouvoir abriter des activités en relation avec la culture, bien sûr, diffusion cinématographique, salle également de diffusion théâtrale, mais également un lieu dédié au cinéma dans sa dimension plus de création ou de post-production. Post-production, c'est-à-dire tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est et ça va se faire, M. Brédan, sous-titrage, etc. C'est un projet qui va aboutir. Oui, ce projet-là était bien écrit et avait été écrit. Alors, aujourd'hui, la ville de Pointe-à-Pitre, l'actuelle équipe, souhaite le revoir, puisque ce n'est pas la même équipe que celle qui était là avant 2020. Et donc, elle souhaite le revoir. Et il y a un vrai débat aujourd'hui pour savoir si on maintient le cap sur les orientations que je viens de signaler, ou si, au contraire, on donne à la Renaissance une vocation un peu plus privée, c'est-à-dire accueil d'activités un peu commerciales, même si, enfin commerciales, j'entends, loisir, on va dire ça comme cela, pas commercial, c'est pas une grande surface, bien évidemment, l'alimentation, mais plus loisir, mais des loisirs qui seraient bien sûr en relation quand même avec la culture. Donc pas théâtre. Voilà. Mais l'écriture du projet n'est pas encore définitivement écrite, n'est pas terminée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de théâtre en Guadeloupe, en fait. Il n'y a plus de théâtre en Guadeloupe. Il n'y a plus de théâtre, c'est incroyable. Ça fait partie... Enfin, il n'y a plus de théâtre. Non, je veux dire, il n'y a plus de bâtiments... Il n'y a pas de bâtiment qui accueille spécifiquement... Il n'y a plus de bâtiments de théâtre. Oui, mais il y a quand même des lieux où on peut diffuser des pièces théâtrales, comme c'est le cas de Félix Proto aux Abîmes, c'est le cas de la salle Solis, et même le Mémorial Act, même si ce ne sont pas des salles dédiées exclusivement au théâtre. D'accord. Monsieur Brédan, j'ai l'impression que le monde culturel en Guadeloupe, les artistes, sont très mécontents. Ils trouvent qu'il n'y a pas de politique culturelle, que les artistes sont laissés pour compte, que d'autres sont favorisés plus que certains. Et aujourd'hui, le Centre des Arts, qui est en travaux depuis plus de 20 ans aujourd'hui, n'aboutit pas. Et les artistes squattent le Centre des Arts. Qu'est-ce qui se passe pour le monde culturel? Ils ont l'impression d'être délaissés, on les a abandonnés.
Bien, vous savez, le centre Colésard, qui a été construit justement sous une mandature d'Henri Bangou, dans les années, à la fin des années 70, en 77, très précisément, établissement majeur pour la Guadeloupe, lieu de création et de diffusion culturelle, mais de formation aussi, et bien archivé dans la mémoire collective guadeloupéenne. Il a décidé de le rénover en 2007. Et depuis, effectivement, on va de report en report de sa date de livraison. Pourquoi? Alors, compte tenu du fait que la ville de Pointe-à-Pitre est entre-temps devenue membre de l'agglomération Cap Excellence, elle a transféré la gestion de ce dossier à Cap Excellence, comme la loi lui en faisait possibilité. Depuis quand c'est transféré à Cap Excellence? 2011. Et Cap Excellence a mis en place un plan de financement, prévoyant bien sûr des financements de Cap Excellence, bon, de la ville. Au départ, qui a sa mise de fonds, c'était déjà le bâtiment. Est-ce que vous comprenez ce mécontentement? La Renaissance, le Centre des Arts, les artistes, la politique culturelle. Pourquoi? Alors, vous qui êtes un homme de culture et qui avez toujours œuvré, vous qui êtes élu depuis 1995, qui avez œuvré avec le maire de Pointe-à-Pitre, M. Henri Bangou, avec Jacques Bangou. Pourquoi ces bâtiments culturels, ces lieux culturels vont mal et que les artistes sont extrêmement mécontents? Je dirais qu'il y a une trop grande dilution de l'action culturelle en Guadeloupe. C'est-à-dire que la culture est une compétence générale. Ce n'est pas une compétence exclusive de la région, de Cap Excellence, enfin des agglos, ou du département, ou des communes. Tout le monde a vocation à intervenir au niveau de la culture. Oui, ce qui n'est pas un avantage, forcément. Vous pouvez nous éclairer, puisque vous avez été à la ville de Pointe-à-Pitre, à la région, à Cap Excellence, aujourd'hui. J'y viens. Ce qui veut dire que ce qui paraît comme une priorité pour la ville de Pointe-à-Pitre et Cap Excellence n'apparaît pas forcément comme une priorité pour la région, par exemple, qui est quand même... Donc ça veut dire que la région ne vous a pas aidé? En tout cas, c'est une collectivité centrale en ce qui est le domaine culturel, de par déjà l'importance de son budget, ou même le conseil départemental. Et le conseil régional peut intervenir en mise de fonds directs, mais également par le biais des fonds européens. Parce que la culture, ça comprend le chant, la musique, l'art visuel, le cinéma, le théâtre. Est-ce qu'il y a des arts qui sont plus privilégiés que d'autres? Non, vous savez, quand j'ai dit effectivement qu'il y avait une compétence générale, c'est vrai que ça veut dire que parfois, il y a une dilution des aides publiques, alors qu'il devrait y avoir une mutualisation des aides publiques. Par exemple, si on se mettait d'accord sur le Centre des Arts, que c'est un équipement majeur pour la Guadeloupe, comme lieu de diffusion culturelle et de création, on se met tous d'accord. La région met sa part, le département met sa part, Cap Excellence met sa part, les fonds européens sont mobilisés du fait que la région elle-même est mobilisée, etc. etc. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a certains arts sont privilégiés par rapport à d'autres? Est-ce que, par exemple, on va parler des artistes peintres, des photographes, sont un peu les laissés pour compte, ils n'ont pas de lieu d'exposition, le théâtre a été complètement abandonné, il n'y a pas un lieu pour le théâtre. Ils ne sont pas aidés, ceux qui écrivent, ceux qui font des pièces, tout ça est mis de côté. Est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas... Déséquilibre. Je ne dis pas qu'il y a un déséquilibre volontaire, peut-être qu'il y a des déséquilibres de fait. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une vision culturelle globale. Et cette vision culturelle globale, elle doit passer par l'aide à la création, l'aide à la formation des artistes, et l'aide à la diffusion. Et est-ce que c'est fait? Et ces trois aspects-là, il est important qu'il y ait une vision au moins, je dirais, stratégique commune au niveau de la Guadeloupe. Et c'est ça qui peut-être a un peu fait défaut aujourd'hui, mais je ne désespère pas, puisque aujourd'hui, par exemple, pour le Centre des Arts, il y a la conférence des financeurs qui s'est mise en place. Il y a une sorte de pôle qui a été installé pour arriver justement à trouver une solution. Alors, vous pensez, vous qui êtes un homme de culture, vous qui êtes élu région Cap Excellence, enfin vous êtes quand même sur plusieurs fronts, et vous écrivez aussi Le miracle du bas de la source. Parlez-moi de ce roman.
Ce que je veux savoir, c'est est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, les artistes seront moins mécontents? Est-ce qu'il y aura un équilibre dans les aides financières que reçoivent certains artistes et d'autres pas du tout? Est-ce que ce déséquilibre sera rétabli? Il faut créer surtout les conditions pour qu'il y ait un équilibre. Est-ce qu'ils sont créés? Est-ce qu'ils sont créés? Puisque vous êtes dedans, donc vous avez le pouvoir de parler aux nouveaux arrivants en politique, aux nouveaux arrivants dans les commissions culturelles, puisque vous avez une expérience depuis 1995, et on voit que ça ne va pas, puisqu'ils le disent. Ici, ils squattent aujourd'hui un bâtiment tel que le Centre des Arts. Si certains se plaignent de ne pas être aidés financièrement et d'autres sont aidés plus que certains, il y a un problème. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes en politique depuis un moment, qui êtes un homme de culture, que l'équilibre va revenir? Tout à fait. Les arts visuels ont été bien aidés lors de la dernière mandature d'ailleurs du Conseil régional, avec notamment Éclasil, avec la participation à la Biennale de Venise. Donc, certains artistes, bien sûr, se plaignent parce que vous savez, quand vous n'avez pas été choisi pour être dans ceux qui vont effectivement devoir exposer, forcément vous vous plaignez. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut voir la chose de manière globale, c'est-à-dire l'aide qui est apportée au développement d'une discipline. Après, comme on dit, c'est une émulation, bien sûr. Celui-ci estime être le meilleur. Il doit s'arranger pour pouvoir convaincre qu'il est le meilleur, pour faire sa trou, sa place, etc. Dès lors que les conditions sont créées pour qu'il puisse avoir de la visibilité. C'est ça qui est important. Qu'on crée, les conditions sont créées pour créer un public capable de comprendre, d'apprécier justement, je dirais, l'art en général et d'accéder à la culture. Et puis ensuite, les artistes qui ont une créativité extraordinaire en Guadeloupe, qui ont des choses à dire de par leur histoire, de par leur vécu, même d'aujourd'hui, eh bien, ils vont faire le reste, je n'en doute pas. Nous sommes dans une période un petit peu délicate. Vous avez signalé, bien sûr, les difficultés de la Renaissance, du Centre des Arts. Je ne doute pas que c'est juste, je dirais, un mauvais moment à passer et que ça va déboucher. Ça fait longtemps que le mauvais moment dure. Non, mais là, il y a une vraie volonté. Et d'ailleurs, le fait que les artistes se soient mobilisés, je dirais, c'est une forme un peu de démocratie directe. Quelque part, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est un cri d'alerte, un cri qu'ils ont poussé. Ils ont poussé ce cri-là, et ils ont été entendus. Maintenant, il faut que les acteurs publics se mettent autour d'une table pour trouver des voies et moyens. Les acteurs publics qui sont, dont vous faites partie. Dont je fais partie, absolument, pour trouver des voies et moyens, pour sortir de cette impasse, et faire que le Centre des Arts retrouve sa fonction première, et qu'elle n'aurait jamais dû perdre, que la Renaissance renaisse. Et que la Renaissance renaisse de ses cendres, voilà. Merci, Monsieur Georges Brédan. Le miracle du bas de la source. Alors, c'est un peu une continuité, d'ailleurs, de mon investissement sur le champ culturel. Le miracle du bas de la source vise à la fois à valoriser les traces mémoire. C'est ce quartier patrimoine, le quartier du bas de la source. De Pointe-à-Pitre. Voilà. Parce que vous êtes un pointois. Je suis un pointois qui a accueilli, bien sûr, les activités économiques comme l'usine d'Arboussier, les ateliers d'Oulda, les ateliers Fouillol, qui a accueilli, je dirais, qui a fait vivre la Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe, de par sa productivité, sans compter le port économique, le port de commerce qui n'était pas très loin. Et ce quartier aujourd'hui est en train de subir une mutation. Il abrite d'ailleurs aujourd'hui le Mémorial Act, comme vous le savez, qui se trouve sur l'assiette foncière de l'ancienne usine d'Arboussier. Et ce quartier accueille aussi des nouveaux logements. Et il pratique une forme de mixité sociale. Mixité sociale, du part, effectivement, comme le nom l'indique, les revenus, mais aussi une mixité aussi de par les origines. Parce qu'on accueille dans ce quartier pas mal de gens venant de la poche Caraïbe, et en tout cas la petite Caraïbe. Et donc c'est important d'arriver à faire vivre tout ce monde-là et d'arriver à une forme d'harmonie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, un de mes slogans, c'est fraternité, diversité. Fraternité, diversité, c'est ce qu'il faut développer. Le miracle du bas de la source. Oui, absolument. À lire absolument. Et Monsieur Brédan, dans tous les foyers. On compte sur vous pour la Renaissance et pour le Centre des Arts. Et pour le Centre des Arts. Merci en tout cas de m'avoir invité. Pour le renouveau. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté de venir dans l'écrin politique. Merci.